Nous sommes en guerre contre la vie démocratique. Nous sommes en guerre contre tous les Français. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Ce ne sera plus possible. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Ce ne sera plus possible. Le magazine Georges. Puisqu'il y a encore quelques mois, j'ignorais complètement son existence. Ce ne sera pas un retour. Qu'y a-t-il de si intéressant dans ce magazine? Pourquoi suscite-t-il plus d'intérêt auprès des collectionneurs? Nous sommes en guerre contre tous les Français. C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Le Georges de février 1997 s'intitule « Guide de survie pour le futur ». Bien que pour le moment, je ne sais pas vraiment de quel futur on parle. Est-ce qu'il s'agit du futur de 2010, 2020, 2030, 2050, soyons fous? Alors voyons ce qu'il en est. Le slogan du magazine, c'est « De la politique, pas comme d'habitude ». Il y a plusieurs gros titres sur cette couverture. Et un de ces gros titres a particulièrement retenu mon attention. Bill Gates parle à John Kennedy à propos de Murdoch, d'argent et de domination mondiale. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Pour un magazine qui a la prétention de nous guider dans le futur, ça part plutôt pas mal. J'ai commencé à trouver ça très amusant. Mais le titre qui se trouvait plus en dessous allait commencer à rendre la situation assez improbable. Jour de l'accusation, est-ce qu'il arrive à se faire attraper? À ce moment-là, je commençais presque à entrevoir les raisons qui pouvaient conférer un tel intérêt envers ce magazine. Mais j'étais pas au bout de mes surprises, car les choses allaient devenir encore plus improbables à la lecture de la première page du magazine, la lettre de l'éditeur, John Kennedy Jr. La lettre a pour titre « Audi, peux-tu voir ?» Et il commence par une citation de Charles Franklin Kettering. « Nous devrions tous nous préoccuper de l'avenir, car nous devrons y passer le reste de notre vie. » Et il commence son édito. Il y a quelque chose de gluant dans une partie de ce que vous lisez sur l'avenir, car il s'agit généralement de spéculations non étayées par des faits concrets. Donc, dans le guide de survie de ce mois-ci, nous vous expliquons comment 8 problèmes politiques critiques évolueront et quelles personnes effectueront tous ces changements en 2020. Je vous relis ce passage. Dans le guide de survie de ce mois-ci, nous vous expliquons comment 8 problèmes politiques critiques évolueront et quelles personnes effectueront tous ces changements en 2020. C'est écrit 2020. C'est pas écrit 2021 ou 2019. C'est pas marqué aux alentours de 2020, mais bien 2020. À la fin de sa lettre, il écrit « Nous espérons donc que vous apprécierez la position de Georges sur le futur. Pourquoi ne pas le mettre quelque part en lieu sûr et le ressortir dans 20 ans? Mais continuons de parcourir ce magazine et découvrons ensemble l'interview de Bill Gates. Alors, je ne vais pas lire toute l'interview, mais seulement quelques passages intéressants. Je te rappelle d'ailleurs que si tu veux la lire en entier, tu peux la télécharger en description. Et j'ai aussi mis la version originale si tu veux pouvoir vérifier la traduction. Cela commence avec une introduction écrite par John Kennedy Jr. Aux États-Unis, les grandes fortunes sont souvent acquises à grande vitesse. Mais personne n'en a jamais amassé autant et aussi vite que Bill Gates, le cofondateur, président et directeur général de la société Microsoft, âgé de 41 ans. Avec une fortune personnelle de plus de 20 milliards de dollars, Gates préside une société dont la valeur nette, plus de 100 milliards de dollars, est plus de 10 fois supérieur au produit intérieur brut du Zaïre. De plus, son nom est devenu synonyme de révolution de l'information. Sa réussite est d'autant plus étonnante que le jeune Gates était suffisamment sûr de sa vocation en 1975 pour quitter l'université de Harvard en deuxième année et faire équipe avec son ami de lycée Paul Allen pour poser les bases de la société Microsoft. Il est difficile de croire que le calme, la modestie et l'allure enfantine de Gates, à l'opposé de l'entrepreneur stéréotypé de l'époque, a transformé non seulement l'industrie informatique, mais aussi la façon dont des millions de personnes travaillent et communiquent entre elles. Dans le monde des affaires, cependant, certains disent que Microsoft, l'incarnation même de l'entreprise moderne, a adopté les pratiques commerciales prédatrices des mastodontes industriels de la vieille école tels que General Motors ou IBM, que la position de Microsoft sur le marché des logiciels se rapproche d'un dangereux monopole. En 1995, Microsoft a dû renoncer à son projet de rachat du producteur de logiciels Intuit, accusé d'enfreindre la législation antitrust. En effet, au cours de mon entretien, la seule occasion qui a troublé l'extérieur placide du président de Microsoft a été lorsque j'ai évoqué cette question. Avec ces logiciels, omniprésents dans les bureaux et les foyers du monde occidental, M. Gates espère maintenant modifier la pratique et la perception du gouvernement. Selon M. Gates, tant que le gouvernement est prêt à embrasser la révolution de l'information, nous pouvons tous nous attendre à ce qu'il devienne plus petit, plus accessible et infiniment plus responsable. Pourtant, certains pensent que la vision de Gates du futur, une démocratie informatisée dans laquelle l'individu libéré par la technologie sera autosuffisant, pourrait facilement mener au scénario prédit par Aldous Huxley dans Brave New World ou dans 1984 de George Orwell.
Loin de connecter les gens entre eux, affirment les critiques de Gates, l'ère informatique annoncera une ère d'aliénation sociale. Un monde où tout peut être acquis ou communiqué via son poste de travail et où il sera presque inutile de participer à ce que nous considérons comme la vie civique. Pire encore, il pourrait permettre au gouvernement de s'immiscer plus efficacement dans nos vies. Et voici la première question de John Kennedy. Il y a beaucoup de spéculations ces jours-ci sur la façon dont l'Internet va changer nos vies. Je suis particulièrement intéressé par la façon dont vous pensez qu'il va changer la politique et l'interaction des gens avec le gouvernement. Et Bill Gates répond. Il est possible d'améliorer la politique et la démocratie chaque fois que l'on dispose d'une avancée dans le domaine des technologies de communication. L'Internet est un outil qui vous permet de trouver des informations bien mieux qu'autre chose. Historiquement, la plupart des outils de communication étaient soit radiodiffusés, ce qui signifie que votre matériel devait plaire à des millions et des millions de personnes, soit personnels, et ne pouvait s'adresser qu'à un très petit public. Mais l'Internet permet à un seul individu d'accéder à des informations pratiquement illimitées sur un sujet donné. Kennedy pose la question suivante. Comment cela peut-il améliorer le processus politique ? Et il répond. Eh bien, disons qu'il coupe 5 milliards de dollars d'un programme quelconque. La plupart des gens n'ont pas assez d'expérience pour savoir si c'est une bonne décision ou non. Ils ne connaissent pas les questions politiques clés, les compromis à faire, ou la manière dont ce poste budgétaire particulier a été dépensé dans le passé. Grâce à l'Internet, vous pouvez non seulement prendre cette nouvelle et la relier à des informations de fond, mais vous pouvez également contacter et trouver d'autres personnes qui s'intéressent à cette question. L'Internet est évolutif en ce sens que si quelque chose attire vraiment votre attention, vous pouvez vous informer et vous impliquer sur le sujet autant que vous le souhaitez. Ce à quoi Kennedy répond. Ainsi, l'une des choses qu'Internet a changé est la dynamique entre les élus et leurs électeurs. Soudain, les gens de Washington ne sont plus les seuls à avoir accès à toutes les informations pertinentes sur une question donnée. Ce à quoi Bill Gates répond. Il est clair que les élus sont désormais plus responsables. Par exemple, s'il y a un vote important au Congrès, je peux rapidement savoir exactement comment mon membre du Congrès a voté, et même ce qu'il ou elle avait à dire. Vous ne pouvez pas obtenir ce niveau d'information détaillée dans un article de presse national. Environ 40% des foyers américains disposent aujourd'hui d'un ordinateur personnel, et ce chiffre est en augmentation. Les implications de ce type de responsabilité sont donc importantes. Kennedy enchaîne. Les électeurs peuvent désormais inonder leurs représentants de données, et non plus l'inverse. Ce à quoi Bill Gates répond. Eh bien, cela doit être assez difficile avec le courrier papier de nos jours, parce que les gens essaient de bombarder le bureau d'un membre du Congrès avec des opinions diverses. Électroniquement, c'est beaucoup plus facile. Les membres du Congrès peuvent utiliser leur courrier électronique comme une sorte de sondage, pour savoir combien de personnes étaient pour quelque chose et combien étaient contre. Kennedy pose la question suivante. Cela ressemble à la notion de démocratie directe de Ross Perot. C'est vers cela que nous nous dirigeons ? Et il répond. À l'avenir, la démocratie directe sera possible. Un exemple extrême serait de dire que, sur une base hebdomadaire, nous traiterons une question et que tout le monde votera pour elle. Mais personnellement, je pense que la démocratie représentative est meilleure. Les représentants élus peuvent être beaucoup plus avisés. Ils ont le temps d'écouter les deux aspects d'un problème et proposent souvent une solution qui n'est pas forcément évidente. À l'avenir, nous devrons choisir la démocratie représentative. Non pas parce que c'est le seul système, mais parce que nous pensons que c'est la meilleure approche disponible. Plus loin, John Kennedy pose la question suivante. Pensez-vous que les gens qui sont disposés à expérimenter la technologie ont une sorte d'orientation ou d'identité politique distincte ? Et il répond. Eh bien, il y a beaucoup de gens impliqués dans la technologie qui sont très optimistes quant à ce que la technologie va apporter. Ils ont tendance à penser qu'il doit y avoir un moyen de structurer les mesures d'incitation de manière à réduire considérablement l'implication du gouvernement. Vous trouverez donc probablement beaucoup plus de libertaires dans le secteur technologique que partout ailleurs. Et Kennedy demande « Qu'en est-il des gens sur Internet ?» Ce à quoi Gates répond « L'Internet s'est suffisamment développé maintenant que vous y trouvez des gens de toutes les tendances politiques. Je pense qu'Internet représente l'avenir. C'est pourquoi vous avez demandé à Bob Dole de donner son adresse de site web dans le cadre d'un débat présidentiel. Tout homme politique veut être associé à l'avenir. Il n'y a aucun pays où je sois allé où les plus grands dirigeants politiques n'étaient pas désireux de s'asseoir et de discuter avec moi. Une partie de cet échange concerne la question légitime de savoir comment leur pays peut exploiter les avancées technologiques, et une autre partie consiste simplement à essayer de s'associer à la technologie et au brillant avenir qui en découle. Plus loin dans l'interview, John pose la question suivante. Sera-t-il possible de préserver notre vie privée dans un monde numérique ? Et Bill répond. La protection de la vie privée est une question très intéressante. Je pense que les gens sont un peu naïfs quant à la quantité de données qui existent aujourd'hui sous forme électronique à leur sujet. Certains pays émettent déjà des cartes à puce sur lesquelles figurent toutes vos données personnelles. Vous les utilisez pour bénéficier de prestations médicales, pour voter, pour vous identifier auprès de la banque, etc. Et John dit « Cela semble orwellien ». Bill répond « Vous savez,
Le degré de confidentialité accordé à chaque individu sera toujours une décision politique. C'est une décision qui appartient à chaque société. Les États-Unis sont le pays où l'on croit le plus en la vie privée. Donc, le gouvernement n'émettra probablement jamais de carte à puce. En même temps, les attitudes peuvent changer. Si par exemple les États-Unis traversaient une terrible période de terrorisme, les gens pourraient décider de fixer des limites un peu différentes en matière de vie privée. Je vous rappelle que ce magazine est de 1997, et donc je vous laisse méditer sur cette phrase. Plus loin, il y a cette question. Microsoft vient de conclure un partenariat avec NBC pour une chaîne d'information, un site web appelé MSNBC. Vous avez également lancé récemment Slate, un magazine en ligne. Au fur et à mesure que vous vous plongerez dans le monde de l'information, vos propres opinions influenceront-elles le contenu des informations que vous fournissez, comme Rupert Murdoch a fait de la chaîne d'information Fox un antidote à la partialité libérale perçue de la presse existante? Bill Gates répond « Cela ne m'intéresse pas. Je suis surpris que Rupert soit capable de garder des gens de qualité avec cette approche. Je veux dire, c'est très dangereux et peut-être inapproprié. Il prétend qu'il ne fait que réagir, que le reste de la presse a un parti pris libéral. Personnellement, je ne vois pas ça. » Non, bien sûr, Bill. T'as raison, aucun parti pris de la presse. Bref, je continue. Les gens que vous engagez pour être rédacteurs et écrivains, ils ont leurs propres opinions. C'est leur travail. Mon travail consiste à diriger une grande entreprise de logiciels. Je fais très attention à garder mes opinions politiques séparées. Pourquoi les garder séparées? Parce que l'alternative est inappropriée. J'ai mes opinions personnelles et puis il y a Microsoft, une entreprise qui s'implique dans très peu de choses politiques. Mes opinions personnelles sont celles que l'on attend de quelqu'un qui a l'impression d'avoir eu beaucoup de chance et que les ressources qu'il a sous sa coupe sont en réalité des ressources de la société. Je dois faire preuve d'ingéniosité dans la manière dont je vais les faire rentrer. Je finance des projets d'éducation, je finance le contrôle de population. Je suis très impliqué dans le programme United Way. Quand j'ai découvert cette phrase et que je l'ai répétée à certains de mes amis et aux gens que je connaissais autour de moi, ils ne m'ont pas cru. Tout simplement. Alors que c'est bien écrit là, noir sur blanc. Mais continuons. John Kennedy pose la question suivante. Puis-je vous demander si vous êtes un démocrate ou un républicain ou un indépendant? Bill Gates répond. C'est une question délicate, car comme je l'ai dit, j'essaie de séparer mes opinions politiques de celles des autres. Je suis allé à un événement où j'ai dit que j'étais un démocrate, et cela a été couvert publiquement. Quand il s'agit de questions sur la façon dont les entreprises sont traitées et gérées, je ne souscrirai pas au point de vue des démocrates. Lorsqu'il s'agit de questions sociales, vous me trouverez du côté des démocrates. Comment l'immensité de votre richesse affecte-t-elle votre vie? Il répond. C'est une chose très étrange. Je pense qu'il est inhabituel qu'une personne puisse avoir autant d'argent. Cela vous semble étrange? Oh, très. Vous plaisantez? Quelqu'un qui a autant d'argent a une mainmise sur les ressources de la société. À mon avis, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Je m'arrête là pour l'interview de Bill Gates. Ailleurs dans le magazine, on découvre cette double page avec écrit en très gros « Plateforme 2020 ». Le texte dit « Aucun politicien n'a jamais perdu un vote en invoquant l'avenir. Vous savez, nos enfants en méritent un meilleur. Et Bill Clinton est en train de construire un pont vers un avenir plus brillant. » Il s'agit là d'une petite touche d'ironie de la part de John, faisant référence au slogan de Bill Clinton, Bridge to Future, qu'il a utilisé pour l'élection de 1996. Je continue. C'est le mot le plus utilisé dans le lexique politique, mais les détails sont, comme d'habitude, rares. Que nous réserve l'avenir? Un nouveau monde de promesses ou d'apocalypse? Nous avons lancé une mission de découverte vers le prochain millénaire, pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors attachez votre ceinture et tenez-vous bien, alors que George entre dans la distorsion temporelle et réapparaît en l'an 2020.